Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tout le monde. On va attendre quelques minutes parce qu'il y a encore des inscrites qui devraient se connecter. Je vois qu'il est 11h35, Marie. Est-ce qu'on se dit on y va et ça fera venir les autres? Oui, on peut commencer. Bon, bah, c'est parfait. Commençons. Déjà, bienvenue dans ce webinaire Éviter le naufrage, les solutions pour changer le cap. Bien, merci à tous d'être toutes et à tous d'être présents. Je me présente, je suis Anna Hautoville, je suis en charge des projets en Bretagne et Pays de la Loire pour l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et je co-anime aujourd'hui ce webinaire avec la CRES et France Active. Ce webinaire est à destination des structures de l'ESS et plus précisément des directrices et directeurs de structures, responsables d'administration, finances, présidence et vice-présidence, globalement ouvert à tous, même salariés qui sont curieux, qui veulent aussi s'intéresser au sujet. Nous espérons que ce webinaire vous apportera des ressources et des conseils pour vous aider à éviter le naufrage et, le cas échéant, mieux rebondir et changer le cap. Lors de la première vidéo du 20 mars, nous avons identifié les signaux faibles et présenté un outil d'autodiagnostic ainsi que des conseils pratiques pour agir rapidement. Nous avons parlé du dispositif SOS Employeur ESS porté par l'UDES et d'autres dispositifs portés par France Active et d'autres acteurs. Et enfin, du droit et obligations des employeurs dans le cadre de démarches avec l'URSSAF. Il y a le lien vers le replay qui est dans le chat. Nous vous invitons bien sûr à revoir ce replay et tous les outils utiles y seront déjà aussi intégrés. N'hésitez surtout pas évidemment à revenir vers nous. Aujourd'hui, nous vous proposons
une interview avec Florence Leroux, adjointe au commissaire aux restructurations et aux préventions des difficultés des entreprises à la DRETS, qui sera suivie de l'interview d'un mandataire judiciaire, Maître Brio, qui est présent avec nous. Nous accueillons également Nathanaël Simon, qui a vécu une liquidation avec les grenouilles à grande bouche, avec la grenouille à grande bouche, pardon. C'est une entreprise qui a connu le parcours et qui a réussi à revenir avec un nouveau projet. Donc, il est là aujourd'hui pour intervenir à la fois tout au long du webinaire et aussi sur un temps d'interview et de questions-réponses en fin de ce webinaire. Donc, restez jusqu'au bout. Je vous rappelle aussi quelques règles. Merci de bien vouloir couper les micros pendant les interventions. Vous avez l'air d'être tous au taquet, il n'y a pas de souci. Pour ne pas, bien sûr, perturber les prises de parole. On prévoit, bien sûr, le temps de questions-réponses à l'issue des témoignages, mais il y a aussi réponse en direct, en live, sur le fil de discussion, sur le chat. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Pour dernière information concernant ce webinaire, il va être enregistré puis publié sur la chaîne YouTube de la CRES. Donc, pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez, bien entendu, désactiver votre caméra. Voilà. Sur ce, s'il n'y a pas forcément de questions de réaction, je laisse la parole à Marie Clapier et Florence Leroux pour la première intervention. Merci Anna. Bonjour à tout le monde. Du coup, je suis Marie Clapier, je travaille à la CRES Bretagne sur le DELA régional et je vais donner la parole à Florence Leroux, qui est adjointe au commissaire de restructuration et de prévention des difficultés à la DRETS Bretagne. J'espère que je n'ai pas écorché l'intitulé du poste. Et je vais lui poser quelques questions pour rythmer cet échange-là. D'abord, quel est le rôle du commissaire à la restructuration et à la prévention des difficultés et de la commissaire adjointe, bien sûr, en fait, de votre service? Est-ce que je peux vous laisser partager votre présentation? Et si ça ne marche pas, je l'ai au cas où. Mais... Oui, oui, bien sûr. Alors, je l'ouvre. Je vous l'envoie. Je l'affiche, pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, parfait. Merci beaucoup. C'est tout bon. Très bien. Merci à vous. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je m'appelle Florence Leroux et je suis donc adjointe au CRP. On va retenir ce sigle pour que ce soit plus simple. Donc le CRP étant Thierry Cormier actuellement et comme donc indiqué par Marie Clapier, voilà, nous sommes deux sur cette mission de prévention et d'accompagnement des difficultés des entreprises. Donc pour commencer en ce qui concerne donc le rôle du CRP. Alors attendez, je n'arrive pas à faire défiler le PowerPoint. Un instant. C'est bon, vous voyez maintenant? C'est bon. Très bien. Donc, peut-être avant de préciser le rôle du CRP, donc rappeler, comme indiqué, que nous sommes affectés en DRETS, donc la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et que nous sommes placés ainsi sous l'autorité directe du préfet de région, et qu'on dépend côté administration centrale de la Direction générale des entreprises, qui est l'une des directions générales du ministère de l'économie. Donc concernant voilà notre rôle, eh bien comme indiqué, il s'agit de contribuer à l'élaboration des dossiers en lien avec les difficultés d'entreprise, d'organiser des échanges de bonnes pratiques avec nos homologues des autres régions, de fluidifier les relations avec différentes têtes de réseau
niveau régional et d'élaborer des synthèses. Donc voilà pour une première approche. Mais ensuite, dans le détail, dire que nous intervenons sur deux volets, un volet préventif et un volet curatif. Donc je vais commencer bien évidemment par le premier volet où l'objectif est de détecter le plus tôt possible les entreprises en difficulté. Puisque, comme vous avez sans doute déjà dû entendre ce message lors du précédent webinaire, ce qui est important lorsqu'une structure est en difficulté, eh bien c'est de s'en rendre compte assez rapidement pour pouvoir eh bien mettre en œuvre un plan d'action qui y réponde et ainsi trouver des solutions pour en sortir. Et plus on attend en fait, et généralement plus les difficultés s'aggravent et plus les solutions vont être limitées. Donc c'est pour ça que nous, côté CRP, on cherche vraiment à détecter le plus tôt possible des signaux faibles d'entreprises en difficulté. Et donc pour cela, on utilise un dispositif qui est issu d'une start-up d'État et qui croise des données émanant de différents services de l'État. Donc cet outil qui s'appelle Signaux faibles va utiliser des données à la fois de la DDFiP, donc les liasses fiscales, des DETS, avec des données sur l'activité partielle, ou encore de l'URSSAF, avec des données sur les retards de paiement. Et un algorithme va eh bien en fait agréger ces données et sortir de manière trimestrielle une liste d'entreprises qui pourraient se retrouver en difficulté sous 18 mois. Et il y a deux niveaux d'alerte qui existent, un niveau voilà, de risque fort et un niveau de risque modéré. Et puis après, donc avec les autres services de l'État que j'ai cités, eh bien nous étudions ces listes pour savoir si oui ou non le signal faible nous paraît fondé, et si tel est le cas, eh bien qui va aller contacter l'entreprise pour voir si oui ou non elle est bien en difficulté et le cas échéant, comment on peut l'accompagner. Ensuite, il y a une certaine comitologie à laquelle on participe, mais je vais peut-être pas forcément détailler parce que c'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais en tout cas voilà, sachez qu'il existe une cellule une cellule régionale de veille et d'alerte précoce qui est suivie généralement par un comité des financeurs régionaux. Mais voilà, c'est là où on traite entre services des cas d'entreprise, mais voilà, il s'agit d'une comitologie à laquelle les entreprises n'ont pas accès directement. Et ensuite, donc voilà, une fois qu'on a eh bien pris contact avec l'entreprise, on va plutôt passer au volet curatif, qui est plutôt en fait un volet d'accompagnement où on va tout d'abord eh bien caractériser les difficultés d'entreprise qui peuvent être de différentes natures. Donc ça peut être des difficultés financières, des difficultés commerciales, des difficultés juridiques, toute autre situation, et on va veiller à la réalisation d'un diagnostic, généralement en demandant à l'entreprise de nous transmettre eh bien, les liasses fiscales et les prévisions de trésorerie notamment. Et donc, une fois voilà, qu'on a caractérisé les difficultés, eh bien, en fonction de celles-ci, on va proposer des solutions à l'entreprise pour pouvoir l'aider. Donc, parmi ces solutions, ça peut être bien de contacter soit le service des impôts, soit l'URSSAF, si jamais eh bien, elle pourrait avoir besoin de délais de paiement de la part de ces services. Si elle sollicite des délais de paiement auprès à la fois des impôts et de l'URSSAF, il existe la CCSF, et je crois que vous en avez parlé lors du précédent webinaire, donc la commission des chefs de services financiers, qui permet d'obtenir des délais de paiement généralement plus longs que ceux qui vont être octroyés individuellement par les impôts d'un côté et par l'URSSAF de l'autre. Donc voilà, c'est un outil qui fonctionne. Ensuite,
à côté de la CCSF, eh bien, si jamais on se rend compte que l'entreprise a une difficulté en raison d'une relation compliquée avec un partenaire bancaire, on peut l'orienter vers la médiation du crédit qui est opérée par la Banque de France. Donc voilà, si la structure, par exemple, eh bien, n'obtient pas de réponse à sa demande de financement ou obtient une réponse négative, elle peut solliciter donc la médiation du crédit opérée par la Banque de France, et la Banque de France, eh bien, va prendre contact avec le ou les partenaires bancaires pour essayer de un peu restaurer le dialogue et voir si une solution peut être trouvée. Si la difficulté est d'ordre contractuel, par exemple avec une autre entreprise ou avec une administration publique, il existe une autre médiation. Il s'agit de la médiation des entreprises qui est opérée par un médiateur national. Donc là aussi, l'entreprise peut solliciter ce service pour restaurer le dialogue avec l'entreprise ou l'administration avec laquelle elle est en difficulté, et donc essayer de voir si une solution, voilà, peut être trouvée, sachant que ces deux médiations, bien sûr, sont des services gratuits et confidentiels. Et enfin, si on se rend compte que les difficultés sont, comment dire, un peu plus installées et vont concerner un ensemble de partenaires bancaires, ou vont concerner à la fois les créanciers, mais aussi parfois ça peut être question d'une relation avec un client, eh bien on va préconiser à l'entreprise de solliciter l'ouverture d'une procédure préventive. Donc ce sont des procédures qui interviennent avant les procédures collectives. Il s'agit de la procédure de mandat ad hoc et de consignation. Et donc ce sont des procédures totalement confidentielles qui vont être réalisées sous l'égide d'un administrateur judiciaire et qui vont permettre donc à l'entreprise, eh bien, de négocier de manière plus collective et voilà, de ne pas s'épuiser en fait en allant voir de manière bilatérale tel ou tel partenaire. Donc voilà, ces procédures-là peuvent avoir parfois un coût en fonction de la structure, mais la solution qui voilà, peut être trouvée à l'issue de ces procédures peut vraiment permettre à l'entreprise de passer la difficulté rencontrée. Donc voilà les différents dispositifs qui existent, en tout cas que nous on propose aux entreprises. Comme vous le voyez, le CRP en tant que tel n'a pas de solution directement à sa main. Autrement dit, on ne va pas faire un chèque voilà, à l'entreprise si jamais elle a un problème de financement à court terme. Ça a pu être le cas dans le passé dans la crise Covid, mais en tout cas, ça n'existe plus du tout. Donc nous, on intervient vraiment pour mettre en relation l'entreprise avec une ou plusieurs solutions qui pourraient l'aider à traverser la situation difficile qu'elle connaît, en fonction, bien évidemment, du diagnostic qui sera réalisé. Peut-être préciser, donc après ces missions, donc là, bon, voilà, je vais peut-être pas forcément passer trop de temps, mais voilà, que nous, on intervient quand même en toute confidentialité, c'est-à-dire qu'on va voilà, assurer la mise en relation uniquement si l'entreprise le souhaite. Nous, on présente les solutions et ensuite, si l'entreprise souhaite être mise en relation avec les impôts, l'URSSAF, un administrateur judiciaire, eh bien, ça sera bien évidemment à condition que l'entreprise nous donne son accord. On travaille au sein d'un collectif, comme je vous l'ai indiqué, avec les différents services donc, de l'État. J'ai notamment mentionné à plusieurs reprises voilà, la DDFiP, l'URSSAF, mais il y a aussi donc, la Banque de France, les dettes, les administrateurs judiciaires, j'en ai parlé. Les tribunaux de commerce, sachez que voilà, il existe la possibilité de solliciter
auprès du président du tribunal de commerce un entretien de prévention. Alors bien évidemment, encore faut-il relever du tribunal de commerce, c'est-à-dire que la structure est une activité commerciale ou artisanale, mais cet entretien de prévention peut aussi vous permettre voilà, de faire le point avec le président du tribunal de commerce dans une démarche encore totalement confidentielle et à ce stade voilà, gratuite pour essayer de poser un premier diagnostic. Et enfin, comme indiqué, faire émerger, voilà, in fine, une solution globale avec l'entreprise, ses actionnaires, les fournisseurs, les clients, les créanciers et parfois les collectivités. On travaille notamment avec la région qui peut, dans certains cas, aider une structure pour, par exemple, compléter un tour de table, si besoin. Alors notre cible d'entreprise est un peu particulière puisque donc le CRP intervient sur toute la région Bretagne, donc sur les 4 départements. Donc vous imaginez bien qu'on ne traite pas toutes les entreprises en difficulté puisque nous ne sommes que 2, donc ça serait matériellement impossible. Donc on a une cible prioritaire qui est définie. Il s'agit des entreprises de plus de 50 salariés à vocation industrielle généralement, ou sinon ce peut être des entreprises qui présentent un intérêt stratégique régional. Et donc quand on parle d'intérêt stratégique régional, qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre notamment des structures où eh bien, l'effectif peut être conséquent et donc forcément bah, voilà, il y a un fort impact régional derrière en termes voilà, d'impact social. Ou alors, on peut aussi intervenir sur des entreprises de taille inférieure lorsque cette entreprise présente une technologie critique qu'on ne voudrait pas voir passer dans les mains d'un acteur étranger. Et donc là aussi, on peut intervenir. Donc en ce qui concerne votre périmètre, donc les structures de l'économie sociale et solidaire, comme vous le voyez, ça n'apparaît pas en premier lieu directement dans notre cible, même si on a déjà eu le cas de traiter de certains cas, puisque, bah, comme vous le savez, voilà, des structures industrielles peuvent relever de l'économie sociale et solidaire. Je crois que en termes de chiffres, c'est quand même assez minoritaire, puisque j'ai regardé les derniers chiffres et je notais que donc il y avait 154 500 entreprises de l'ESS, mais que à peine 1367 relevaient du secteur industriel. Donc voilà, c'est sûr que c'est une part assez limitée, mais on peut quand même avoir des cas à traiter dans ce domaine-là. Donc voilà, on a à l'heure actuelle un dossier en cours voilà, sur un sous-traitant industriel qui appartient au secteur de l'ESS. Et puis ensuite, comme je l'ai indiqué, si jamais on n'est pas dans ce cœur de cible donc d'entreprises industrielles, on peut intervenir lorsque les effectifs sont conséquents et qu'il y a donc un risque d'impact social assez fort. Et sachez que sinon, si on n'est pas compétent côté CRP, eh bien, il y a d'autres acteurs qui existent. Donc, lorsqu'il s'agit d'une entreprise de moins de 50 salariés, ça va être la DDFIP. Il existe un conseiller départemental aux entreprises en difficulté qui est placé au sein des directions départementales des finances publiques. Et lorsque, en revanche, les structures ont des effectifs de plus de 400 salariés, dans ce cas-là, le dossier va être traité au niveau national, soit par le CIRI, le comité interministériel aux restructurations industrielles, soit par la MIR, la mission interministérielle aux restructurations d'entreprises. Donc voilà, donc si jamais le CRP n'est pas compétent, on peut quand même trouver un Ah,
une diapo qui synthétise un peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que voilà, l'équipe CRP fait partie d'un écosystème assez large d'acteurs qui interviennent sur les entreprises en difficulté. Donc il y a une comitologie qui existe, mais surtout il y a tout un tas de solutions qui peuvent être sollicitées par les structures en fonction des difficultés qu'elles rencontrent. Et nous, ensuite, on fait voilà, la mise en relation avec ces structures, nos partenaires principaux étant, comme je l'ai indiqué, plutôt des services de l'État dans un premier temps, mais nous pouvons également faire le lien avec d'autres structures comme eh bien, l'APESA notamment. Lorsqu'on rencontre un dirigeant d'entreprise qui voilà, nous paraît dans une situation très compliquée, on peut solliciter, enfin, voilà, on peut faire le lien s'il le souhaite avec l'APESA qui va offrir un soutien psychologique voilà, aux entrepreneurs en situation de souffrance aiguë, puisque bah, forcément quand on voit que la structure que l'on dirige est en grande difficulté, ça peut forcément impacter les êtres humains qui sont derrière cette structure. Et donc, nous, voilà, on peut faire le lien avec la PESA. On peut aussi, mais c'est quand même plus rare, intervenir avec 60 000 rebonds, qui est donc une structure qui va faciliter le rebond de l'entreprise, enfin de l'entrepreneur plutôt, une fois que bah, voilà, l'entreprise aura été liquidée, c'est-à-dire que voilà, aucune solution n'aura été trouvée et donc bah, voilà, autant la personne morale disparaît, autant on peut essayer de trouver une solution pour bah, le dirigeant qui était derrière. Et donc il existe cette structure 60 000 rebonds qui peut vous accompagner à trouver un nouveau projet professionnel. Mais voilà, comme je vous l'ai indiqué, le lien avec cette structure va être un peu plus distendu puisque nous, côté CRP, on intervient surtout en amont des procédures collectives. Une fois que l'entreprise bascule en redressement judiciaire, eh bien voilà, nous, nos leviers sont beaucoup plus limités, donc on peut suivre l'entreprise, mais ça sera un suivi un peu plus éloigné que ce qui était réalisé précédemment. Donc voilà pour ce qui me concerne. Je pense que j'ai peut-être un peu dépassé le temps de parole, donc je vais m'arrêter là. Vous trouverez à la fin du support les coordonnées donc de Thierry Cormier et de moi-même. Bien évidemment, voilà, vous pouvez nous contacter en cas de difficulté. Si on peut intervenir, on le fera et sinon on essaiera de vous mettre en relation avec la ou les bonnes personnes qui pourraient vous aider. Et bien évidemment, je suis à votre disposition pour toute question. Merci. Merci Florence. Effectivement, ce qu'il y a à retenir, c'est que donc votre service n'est pas forcément le service qui va prendre en charge le plus de structures de l'économie sociale et solidaire. Et pour autant, l'écosystème avec lequel vous travaillez, justement, représente un certain nombre d'acteurs qui peuvent être très utiles à l'ESS. On y reviendra tout à l'heure, mais Nathanaël va notamment nous parler de 60 000 rebonds, qui est l'association dont vous venez de parler, qui est une association du coup qui peut accompagner les dirigeants, dirigeantes ou certains collectifs lors d'une procédure de liquidation. Vous avez aussi parlé de la médiation du crédit, de la médiation des entreprises, qui sont aussi des services qui sont entièrement accessibles à l'ensemble des structures de l'ESS. Voilà, donc il y a beaucoup d'acteurs dans cet écosystème-là qui, même si vous ne l'êtes pas effectivement directement, sont accessibles à tous les acteurs de l'ESS. Et donc, vous avez cette capacité aussi, comme vous le dites, à pouvoir orienter ou en tout cas présenter les différents acteurs. Donc, merci pour cette intervention. Il y a une question dans le chat. Est-ce que les ensembliers médico-sociaux ou insertion peuvent rentrer dans vos cibles ou les grandes structures d'aide à domicile, par exemple? Alors, cela, voilà, ça rentre pas dans la cible directe, sauf si, comme je l'ai indiqué, en termes d'effectifs, on est sur des chiffres assez conséquents. Dans ce cas-là, on peut donc regarder, mais et faire le lien avec les différents services que j'ai présentés. Donc voilà, on peut regarder lorsque les effectifs sont conséquents.
mais c'est pas notre cible directe. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cette intervention. Et puis, je vais passer la main à du coup Joël Tribalier de France Active Bretagne et du coup à notre mandataire judiciaire Benjamin Briot, qui vont notamment aller un petit peu plus loin sur tout ce qui est procédure judiciaire, puisque Madame Leroux a commencé à évoquer notamment les procédures de conciliation. Voilà, donc on va rebalayer les différentes procédures judiciaires et puis aussi les différents tribunaux, parce qu'on a parlé du tribunal de commerce, mais il existe d'autres tribunaux, notamment pour les associations. Voilà, donc je laisse la main. Euh, Oui, rebonjour à tous. Du coup, je vais partager le support. Je vais juste ouais, je vais partager le support pour Maître Brio. Et donc, effectivement, Maître, je vous laisse faire la présentation avec présenter un peu plus en détail les procédures collectives et puis on aura un petit échange aussi questions-réponses. Hop, Oui, j'attends le support. Alors, je hop. vais peut-être revenir aussi sur les procédures amiables, parce que je l'avais prévu dans le support, pour que vous compreniez bien les deux différences entre les procédures amiables qui ont été évoquées par les services du CRP et les procédures collectives, sachant que les procédures amiables sont ouvertes au secteur de l'ESS, bien évidemment. On va peut-être commencer par juste le schéma, le premier slide, le numéro 2, pardon. Le numéro 2, voilà, donc c'est un schéma qui se veut pédagogique pour essayer de démontrer le distinguo entre ce qu'on appelle dans notre jargon le traitement amiable, où on va retrouver le mandat ad hoc et la conciliation. Donc on va dérouler ça. Et après le traitement dit judiciaire, où en réalité on a trois types de procédures: la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire et la procédure de liquidation judiciaire. Donc on va développer un peu ces notions. Et sur le schéma, vous avez vu, il y a en pointillé, il y a une notion juridique, et je vais y revenir aussi plus dans le détail, qui s'appelle la cessation des paiements, et avec un délai de 45 jours, qui va jouer en fait sur vos possibilités et sur les procédures auxquelles vous êtes éligible ou pas. Mais voilà, il faut bien retenir que dans le corpus du livre 6 du Code de commerce, puisque toutes nos dispositions relatives à l'amiable ou aux procédures collectives sont dans le Code de commerce, pour l'ensemble des entités, qu'elles soient associations, qu'elles soient scope, si on va sur votre secteur, mais qu'elles soient aussi agricoles, qu'elles soient SCI même, et tout le secteur associatif, bien évidemment. Donc on a ce distinguo important à retenir. Et donc si on revient sur le slide 3, pour le coup, je vous ai mis voilà, quelque chose d'assez simple pour bien comprendre la philosophie des deux procédures. Donc la procédure amiable, elles sont par définition, ça a été rappelé, donc non contraignantes tant pour l'entreprise que pour ses partenaires. D'accord? L'idée, c'est de pouvoir entamer en toute confidentialité et sous l'égide d'un conciliateur, donc un administrateur judiciaire le plus souvent, des négociations qui vont être organisées sous son égide avec ses principaux créanciers ou co-contractants afin de mettre fin aux difficultés, donc financières, économiques ou organisationnelles, et pour bâtir des accords, en sachant que l'idée, si vous voulez, de la partie amiable, on n'est pas sur un traitement organisé et contraint, à l'inverse des procédures collectives. Et l'idée, c'est pas forcément de négocier avec tout le monde, parce que c'est plus compliqué, mais les principaux créanciers, donc le plus souvent, ça peut être un banquier ou plusieurs banquiers, ça peut être un contractant stratégique ou un fournisseur stratégique. Mais l'idée, c'est pas un traitement collectif, c'est plutôt d'aller sur, je dirais, plutôt une restructuration financière ou avec un partenaire stratégique important sur lequel on peut avoir un encours fournisseur important. Et c'est ce qui distingue aussi les deux types de procédures avec, in fine, donc, des accords qui vont être mis en place. Donc, on peut passer au slide suivant, Monsieur Tribalier. Excusez-moi, Monsieur Donc, Brio, je vous coupe. Joël, est-ce que oui. tu peux mettre le diaporama en plein écran, s'il te plaît, en allant dans diaporama, parce que du coup, sinon, on ne voit pas bien. Ouais, super, Ah, c'est merci beaucoup. mieux. Merci. Donc, je veux bien le slide suivant. Donc voilà, ces deux types de procédures, je vous l'ai dit, elles sont dans le livre 6. Donc on a deux types de procédures amiables, le mandat ad hoc, la conciliation. Donc on va dérouler ça. Trois types de procédures collectives, sauvegarde, redressement et procédure de liquidation judiciaire.
Et tout ça, ça doit être pris en considération avec des conditions d'éligibilité qu'on va détailler un petit peu, qui sont liées au degré de difficulté rencontré par l'entreprise et par rapport à un référentiel qui est fixé par la loi, à savoir la cessation des paiements. Donc pour comprendre ce que vous pouvez faire ou pas, ça suppose déjà de définir ce que c'est que la cessation des paiements. Donc on va pouvoir passer au slide suivant. Donc qu'est-ce que c'est que l'état de cessation des paiements? C'est pas une notion comptable proprement dite, c'est une notion juridique qui est définie par le Code de commerce. C'est assez simple, mais on a parfois des confusions, même parmi les experts comptables, parce qu'ils raisonnent uniquement avec leur grille de comptabilité. Donc c'est vraiment important de comprendre cette notion. Donc la notion d'état de cessation des paiements, en réalité, on va comparer le passif exigible. Donc le passif exigible, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des dettes que normalement vous devez déjà régler. Donc ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les dettes échues. Donc ça veut dire que si vous avez un retard, par exemple, de loyer de 2-3 mois, ben là on est bien sur un passif exigible. Si vous avez des retards de prêts, ben, on est bien sur un passif exigible s'agissant des prêts. La seule chose, c'est que si vous avez des retards, mais que vous avez un accord avec le créancier, avec un échéancier, par exemple, là, on ne va pas le loger dans le passif exigible. Donc, on va vraiment être sur cette notion, quelle dette je dois normalement payer maintenant, sur lequel je n'ai pas d'accord avec un créancier, avec un moratoire et une renonciation à justement l'exigibilité. Donc, on compare ce passif exigible avec ce qu'on appelle l'actif disponible, et c'est surtout sur l'actif disponible où on a parfois des confusions. L'actif disponible, qu'est-ce que c'est? Donc l'actif comptable, je pense que vous savez à peu près tous ce que c'est. On retrouve les immobilisations, les créances clients et surtout la trésorerie. Et l'actif disponible, en réalité, il faut vraiment faire un focus sur quelles sont les disponibilités, donc ce qui est immédiatement disponible, immédiatement réalisable ou liquide. D'accord? Donc ça veut dire que le poste client en tant que tel, on ne va pas le considérer comme un actif disponible. C'est-à-dire que si vous avez un poste client avec des paiements à 30 jours, c'est de l'actif circulant d'un point de vue comptable, il n'y a pas de difficulté, c'est du recouvrement, mais on ne va pas le considérer comme de l'actif disponible. D'accord? Il faut que ça soit immédiatement réalisable ou immédiatement disponible en termes de liquidité. Là où on a un petit peu de marge de manœuvre, c'est si vous avez le droit, par exemple, à un découvert autorisé ou ce qu'on appelle dans le jargon bancaire une ouverture de crédit. Si je dis n'importe quoi, vous avez 10 000 euros d'ouverture de crédit qui n'a pas été dénoncé, bah, on va considérer que ça, c'est de l'actif disponible. C'est-à-dire que vous avez le droit jusqu'à 10 000 euros de trésorerie. Et donc ça, c'est de l'actif disponible. Et donc, tout le sujet, c'est de comparer le passif exigible à l'actif disponible. Et si vous avez un passif exigible qui est supérieur à l'actif disponible, bah, vous êtes ce qu'on appelle en état de cessation des paiements, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en capacité de faire face, grâce à votre trésorerie, en ce compris le découvert qui serait autorisé, vous ne pouvez pas faire face aux passifs exigibles, donc aux dettes qui ont pu s'accumuler compte tenu de difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est pas dans le bilan, c'est-à-dire que si vous ouvrez un document comptable, vous n'allez pas pouvoir détecter en tant que tel l'état de cessation des paiements, sachant que le bilan, le plus souvent, il vous donne en plus une photographie du passé, puisque la délivrance des bilans se fait aller entre 4-5 mois si vous avez un expert comptable réactif. Donc ça vous donne une situation du rétroviseur, mais ça ne vous donne pas une situation réelle. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bons outils de pilotage à côté de la comptabilité et plutôt des outils de trésorerie. Donc j'imagine que ça a peut-être été vu dans le webinaire qui a été évoqué tout à l'heure, pour vérifier bah, réellement si à un moment ou à un autre, vous allez basculer en état de cessation des paiements parce que ça va vous fermer, on va le voir, bah, notamment une partie des procédures amiables et surtout aussi la procédure de sauvegarde sur laquelle je vais revenir. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces notions-là. Je passe sur votre contrôle, M. Sbaïen. On peut passer à la suite. Je vois rien dans le chat, donc on va continuer. Donc voilà, donc on a déterminé cette notion d'état de cessation des paiements. Et donc vous voyez, si je reprends mon schéma, en principe, le mandat ad hoc, on va le dérouler. Vous ne pouvez pas être en état de cessation des paiements. D'accord? On est vraiment alors sur une procédure qui est très, très plastique, on va y revenir. La conciliation, vous pouvez faire une procédure de conciliation en étant en état de cessation des paiements. Simplement, il ne faut pas l'être de plus de 45 jours. D'accord? La procédure de sauvegarde, qui est une procédure collective qu'on va détailler, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. C'est pour ça que vous l'avez positionné avant cette notion d'état de cessation des paiements. On est sur une procédure en fait assez préventive, mais qui va pouvoir permettre un traitement collectif des créanciers.
Et pour le redressement et la liquidation judiciaire, bah là, il faut forcément un état de cessation des paiements pour être éligible au redressement judiciaire et la liquidation. Et on va revenir là aussi sur les conditions particulières de chaque procédure. Si je reviens donc sur les procédures préventives, ça va être le slide suivant. Je vous ai mis un peu de chiffres qui sont issus du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Donc vous avez une colonne par année et une colonne qui correspond au trimestre 4 donc de l'année. On voit que peut-être ces procédures par rapport au nombre d'entreprises, parce que là on est sur des chiffres nationaux, et malheureusement méconnu et pas forcément assez utilisé. Donc c'est pour ça qu'on œuvre à la fois au niveau du CRP et à la fois à mon niveau et à la fois au tribunal et à la fois de l'ensemble des acteurs des écosystèmes qu'on a pu déjà citer. On essaye de faire œuvre de pédagogie pour expliquer comment ça fonctionne. Et ça a bien été aussi identifié par le CRP. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez des difficultés, plus tôt elles sont perçues, plus tôt elles peuvent être traitées. Et ce qui suppose, au-delà des outils de comptabilité traditionnels, d'avoir d'autres outils, et notamment de trésorerie, pour éviter, je vous dis, que vous receviez la photo qui est dans le rétroviseur et qu'il soit déjà trop tard. Donc ça, c'est vraiment important et je vais le marteler pendant tout l'échange qu'on a ensemble. Voilà, on voit que 2025, il y avait eu donc 3945 procédures de conciliation et en mandat ad hoc, 5156. Et je vous ai mis les chiffres du tribunal de commerce de Rennes qui ont été communiqués à l'occasion de la rentrée de l'audience solennelle pardon, de 2026. Donc là, on a les chiffres 2023, 2024, 2025. Et donc, on voit les rendez-vous de prévention qui ont été évoqués. Je vais en reparler aussi du président. On est à 179. Donc là, on est sur le tribunal uniquement de commerce de Rennes. Donc, il faut dépendre de ce tribunal-là par rapport à votre inscription RCS pour aller vers ce tribunal. Et on a 92 mandats ad hoc et 132 conciliations. Et ça concernait ces procédures, 7377 salariés sur 2025. Et c'est vrai que cette culture de la prévention, elle existe beaucoup dans les plus grosses structures qui sont peut-être plus entourées par des cabinets d'avocats, par des cabinets d'experts comptables, et eux n'hésitent pas à l'utiliser. Mais sachez que ces procédures sont accessibles dans les mêmes conditions pour les plus grosses, même des très petites unités. Il n'y a pas de condition de seuil, il n'y a pas de condition de nombre de salariés. C'est des procédures qui sont ouvertes à toutes les entreprises, y compris de votre secteur. Donc, ces chiffres, voilà, c'est la démonstration que il faut absolument que vous connaissiez ces outils pour pouvoir les utiliser et peut-être arriver trop tard en procédure de redressement, voire de liquidation, alors que peut-être il y aurait pu y avoir des solutions à trouver dans ce cadre-là. Donc, je vais passer chacune des procédures. Donc, sur le mandat ad hoc, je vous ai vraiment fait une synthèse le plus minimaliste pour essayer d'être percutant. Le mandat ad hoc, donc je vous ai mis les références légales puisque tout est dans le code de commerce, y compris si vous êtes en mode association, y compris si vous êtes sur une activité non commerciale. Donc, l'idée, c'est de désigner un mandataire ad hoc dont la mission est déterminée par le président du tribunal de commerce à la demande du chef d'entreprise. C'est un outil qui est très très souple, c'est-à-dire que ça peut être aussi régler une difficulté avec un fournisseur, ça peut être plein de choses, et on n'a pas de contrainte de durée, à l'inverse de la conciliation, où là on va être dans un calendrier qui va être un peu plus resserré. Donc il n'y a pas de conditions d'éligibilité particulières. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas être en état de cessation des paiements, et c'est quelque chose qui ne peut être mis en place que par le chef d'entreprise. Donc vous n'êtes pas sous la contrainte parce qu'on va l'évoquer, en redressement en liquidation, un créancier peut demander à l'égard de votre entreprise l'ouverture d'un redressement en liquidation, mais vous allez subir la situation, ce qui est jamais confortable. Alors que là, le mandat ad hoc, c'est à vous de faire la démarche avec donc un mandataire ad hoc qui va être désigné. Le plus souvent, c'est un administrateur judiciaire, donc qui connaît parfaitement voilà, le tissu économique dans lequel vous évoluez, qui fait que ça. Donc, c'est vraiment un professionnel de ce type de procédure. Et il y a un coût. Donc, c'est des honoraires qui sont libres. On n'est pas sur un tarif réglementé. Donc, c'est comme n'importe quel partenaire que vous pouvez avoir. C'est à négocier avant de choisir et déterminer et de faire la requête auprès du président du tribunal de commerce pour ce mandat ad hoc. On est sur une confidentialité absolue. Et alors, souvent, le mandat ad hoc, ça permet aussi de faire un diagnostic avant de pouvoir basculer
en conciliation ou en sauvegarde ou en redressement si malheureusement il y a un état de cessation des paiements de plus de 45 jours qui est caractérisé. Donc ça permet déjà de cadrer un petit peu les choses. Pour l'administrateur judiciaire, de sentir un peu, je dirais, le pouls aussi au niveau des créanciers principaux bancaires, URSSAF, impôts, pour voir s'il y a une solution qui peut se dessiner ou pas, et de basculer après, pourquoi pas, dans une procédure de conciliation qui va être un peu plus enfermée s'agissant du calendrier, mais qui va permettre de sécuriser les accords de façon un peu plus importante que dans le cadre du mandat ad hoc. Donc c'est la prochaine diapo. Donc la conciliation, donc soit elle peut s'ouvrir sans être passée par le mandat ad hoc, mais elle peut donc intervenir après un mandat ad hoc. Donc l'objectif, c'est de rechercher un accord amiable avec les principaux créanciers grâce à l'intervention d'un conciliateur. On va d'ailleurs retrouver un mécanisme de CCSF s'agissant des créanciers publics, donc trésor public, organismes sociaux, qui peut s'adosser à un accord avec les créanciers principaux et principalement dans les faits, c'est souvent les bancaires en réalité, lorsqu'il faut restructurer un haut de bilan ou renégocier des emprunts ou obtenir un financement supplémentaire. Là, on va être encadré dans une durée qui est de 4 mois avec une prorogation d'un mois, donc avec un maximum de 5 mois. Donc c'est assez court en réalité. Et donc vous comprenez aussi pourquoi parfois il est utile de passer par le mandat ad hoc pour voilà, faire un bon diagnostic et déjà sonder un peu les choses, de basculer en conciliation pour affiner peut-être les positions et les négociations, tout ça sous l'égide d'un professionnel, d'un conciliateur qui connaît je dirais, toutes les modalités possibles pour restructurer de façon confidentielle, là aussi, mais il y a un petit tempérament, je vais y revenir, et surtout de sécuriser un peu plus les accords que dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc, parce que vous avez plusieurs variables de la conciliation. Vous avez la possibilité donc soit de faire constater les accords par le président du tribunal de commerce notamment, et donc ça va donner une sécurité juridique un peu plus importante à la fois pour l'entreprise et à la fois pour les créanciers. Et c'est pour ça que les créanciers sont plutôt friands de la conciliation que du mandat ad hoc, parce que ça leur assure une sécurité juridique renforcée, qui peut être encore plus renforcée lorsque on parle d'un accord qui est homologué par le tribunal. Et donc là, on va avoir une sécurité encore plus importante pour les créanciers et la possibilité, je vais passer assez vite, mais d'avoir des garanties supplémentaires pour les créanciers qui feraient l'effort d'apporter de l'argent frais. Et là, on va perdre un peu de confidentialité s'agissant des accords homologués par le tribunal, puisque le jugement d'homologation doit être publié au BODAC. Alors, le contenu des accords n'est pas divulgué, donc on n'a pas les modalités dans la publicité en cas d'homologation. Simplement, dans le BODAC, il y a la date du jugement d'homologation et le nom de l'entreprise qui fait l'objet de cette conciliation qui est devenue homologuée. Donc, si vous voulez rester en 100% confidentiel, il faut rester sur un accord dit constaté. Mais parfois, les créanciers, notamment les bancaires qui vont amener l'argent frais, ils vont vouloir peut-être un accord homologué pour sécuriser encore plus leur accord et obtenir des garanties supplémentaires, notamment le privilège de New Money, qui est lié en fait à cette homologation par le tribunal et à cette publicité BODAC. D'accord ? Donc, voilà, pour faire assez bref sur la conciliation, donc quelque chose quand même d'assez souple. L'idée qui est vraiment importante, c'est d'anticiper sous l'égide du président du tribunal de commerce, voire judiciaire si vous êtes dépendant du tribunal judiciaire. Le distinguo est assez simple, hein. Si vous avez une activité commerciale, vous dépendez du tribunal de commerce. Si vous n'avez pas d'activité commerciale, si vous relevez du statut de l'association, également du statut de tout ce qui est profession libérale ou agricole, en principe, vous dépendez pas du tribunal de commerce, mais du tribunal judiciaire. Mais vous avez normalement dans les textes, en tout cas, cette possibilité de faire un entretien dit de prévention qui est 100% confidentiel, donc avec le président de la juridiction dont vous dépendez, et ça permet un échange, et là aussi une discussion avec quelqu'un qui fait que ça,
orienter les entreprises, donc peut-être envoyer d'ailleurs parfois au niveau du CRP, peut-être diriger vers un administrateur judiciaire. Voilà, sachant que c'est pas sous la contrainte, hein, même si on va en tribunal, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un échange. Le président va vous dessiner des esquisses de solutions. Après, c'est à vous d'être acteur de votre restructuration et c'est à vous de faire les choses très très clairement. Vous pouvez aussi faire appel donc à des spécialistes de la restructuration que sont les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. On travaille tous de la même façon. Lorsqu'on nous appelle pour avoir, je dirais, un sentiment sur un dossier, on reçoit les gens, on facture pas sur ces rendez-vous, je vous le dis aussi. Ça permet aussi de vous diriger soit vers un mandat ad hoc, une conciliation, ou si la situation ne le permet pas, de faire une sauvegarde, un redressement ou une liquidation si malheureusement la situation est trop dégradée. En sachant que anticiper, je le redis, ça veut dire qu'il faut que vous ayez les outils. Il faut qu'il y ait quand même une comptabilité à jour et des outils s'agissant de la gestion de la trésorerie, parce que indépendamment des difficultés que vous pouvez rencontrer, qui sont parfois, et surtout en ce moment, externes, avec des coûts énergie, par exemple, avec des problématiques voilà, qui sont extérieures à votre entreprise, si vous n'avez pas une comptabilité à jour, si vous n'avez pas des outils de trésorerie qui nous permettent de faire le bon diagnostic, qui nous permettent d'identifier quelle est la meilleure procédure, qui nous permettent de vérifier si on a une impasse de trésorerie à prévoir à court ou moyen terme, on va pas pouvoir faire de bons diagnostics et on va pas pouvoir vous diriger vers les bonnes procédures. Mais je parle sous le contrôle du CRP qui doit avoir les mêmes difficultés que nous parfois sur des dossiers où il y a un retard parfois de comptabilité qui est assez important. Et donc du coup, c'est comme en médecine, hein, si on ne voit pas les symptômes, on ne peut pas guérir, quoi. Donc c'est important d'avoir ces outils de diagnostic qui sont pas si compliqués que ça à mettre en place. Et je dirais peut-être même encore moins compliqué maintenant avec l'arrivée de l'IA, ou avec un outil IA même gratuit, vous pouvez faire, à mon avis, des choses assez simples, à partir de relevés de compte, à partir enfin, voilà, de documentation qui peuvent maintenant être résumées et synthétisées par l'IA de façon plutôt efficace. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas regardé le chat. Donc pour les associations, en principe, oui, vous avez accès aux procédures de prévention. Ce qui est plus compliqué en pratique, c'est que les présidents de TJ, ils sont peut-être un peu moins sensibilisés, on va dire ça comme ça, que les présidents des tribunaux de commerce. Mais dans les textes, oui, vous y avez tout à fait le droit. Donc, ce qui peut être pas mal si vraiment vous êtes sur un mandat ad hoc ou une conciliation, surtout si vous avez un effectif qui commence à être voilà, peut-être à plus de 10 salariés. Pas hésiter à aller voir soit un mandataire, soit un administrateur judiciaire en amont qui pourra faire la liaison et puis être sûr de ne pas se tromper de procédure. Parce que c'est surtout ça qu'il faut éviter. Euh, on va... Oui. Ouais, pardon. Non, j'ai arrêté le partage. C'était pour savoir s'il y a quelques questions. Et puis, Ah oui. il nous reste 5-6 minutes. Je ne sais pas s'il y a deux, trois questions dans le chat ou pas. Alors oui, la différence entre administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, on va y venir. Elle se fait principalement, la différence, notamment par rapport aux procédures collectives, en réalité. Donc c'est la suite du slide. Les mandataires judiciaires peuvent aussi faire de l'amiable, hein, mais dans les faits, c'est beaucoup les administrateurs judiciaires. Et la différence entre les deux, on va l'expliciter s'agissant justement des procédures collectives. Donc, ça va être le slide suivant. On va revenir à notre petit schéma. Donc, on a vu les mesures de prévention, hein, que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Et là, on va aborder donc la procédure de sauvegarde, où là, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Il faut simplement démontrer des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter. Alors, le débiteur, je sais que c'est un terme un peu qui peut apparaître barbare, mais c'est le terme qui est dans le code de commerce. C'est l'entreprise en fait qui fait l'objet des difficultés, et dans notre jargon juridique, on parle de débiteurs pour les comparer aux créanciers, vous l'aurez compris. Donc on va avoir cette procédure sauvegarde qui, donc pour être éligible, et on va voir ses effets,
il ne faut pas être en état de cessation des paiements. On va avoir le redressement judiciaire avec cette fois un état de cessation des paiements et une impossibilité donc, de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Hein. C'est la notion d'état de cessation des paiements qu'on a vu tout à l'heure. Et s'il y a un redressement possible, eh ben, on peut se diriger vers un plan de redressement avec un étalement des dettes, on va y revenir, qui peut aller jusqu'à 10 ans, comme d'ailleurs la procédure de sauvegarde. Et si malheureusement il n'y a pas de redressement possible et que vous êtes en cessation des paiements, eh ben, il peut y avoir qu'une liquidation judiciaire de prononcer par le tribunal. Donc, le slide d'après, je vous ai repris les grands principes des procédures collectives qui sont communs aux 3 procédures, que ce soit sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Si vous bénéficiez de ce type de procédure, un des effets immédiats qui est prévu par le législateur, c'est ce qu'on appelle le gel du passif, le gel des dettes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, 4 juin, votre entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, l'ensemble des dettes qui sont nées antérieurement au jugement d'ouverture, donc par définition, si je prends mon exemple, toutes les dettes qui sont nées avant aujourd'hui, ça va concerner tous les prêts qui ont été contractés avant aujourd'hui, toutes les dettes URSSAF, tout ce qui est trésor public, pardon, tout ce qui est loyer impayé, tout ce qui est fournisseur, par définition, on va geler toutes ces dettes. C'est par l'effet de la loi, avec même une interdiction, ce qu'on appelle une interdiction des paiements. C'est-à-dire que tant pour les créanciers que pour l'entreprise, toutes ces dettes vont être gelées, vont être mises de côté, en réalité, avec l'idée justement d'avoir cette respiration en termes de trésorerie, d'accord? C'est-à-dire qu'on met de côté ce passif, en sauvegarde ou en redressement judiciaire, par définition, donc il y a une poursuite de l'activité, et donc il y a une période d'observation qui va être ouverte. Et pendant cette période d'observation, vous allez être sous l'observation des organes de la procédure, donc le tribunal, le mandataire judiciaire, le cas échéant l'administrateur, je vais y revenir, pour vérifier, est-ce que si on met le passif de côté, est-ce que déjà on arrive à régénérer, reconsolider de la trésorerie? Et in fine, est-ce que grâce aux mesures de restructuration qui ont pu être opérées, on peut étaler ces dettes qui ont été gelées jusqu'à une durée maximum de 10 ans, d'accord? Et en matière agricole, on peut même aller jusqu'à 15 ans, d'accord? Donc tout ce dispositif de gel du passif, c'est par effet de la loi, c'est prévu par le législateur, il ne faut pas avoir cette perception qu'on a parfois des chefs d'entreprise de dire, voilà, c'est dramatique pour les créanciers, alors ça peut l'être parfois, mais en tout cas, il faut vraiment le prendre comme un outil de gestion qui vous permet de geler ces dettes pour vous donner une seconde chance. Et tout ça, donc, c'est assorti de l'impossibilité pour les créanciers dont les créances sont gelées d'engager des poursuites. Ils ne peuvent plus opérer de saisie sur les comptes bancaires. Tous les créanciers, hein, à la fois les impôts, l'URSSAF, donc ce qui permet voilà, de créer cette bulle de protection le temps de la période d'observation pour permettre la restructuration. Et c'est là où on parle de traitement collectif. C'est un outil qui est puissant, hein, très, très concrètement, qui est très dérogatoire, puisque on casse complètement, je dirais, le droit commun des contrats et je dirais le droit aussi des paiements, hein, voilà. Mais c'est un outil voilà, très, très performant et bon, plus tôt vous l'actionnez, je dirais, plus tôt aussi on a une chance de pouvoir continuer l'activité, parce que si on gèle les dettes mais qu'il n'y a pas la trésorerie qui vient après, on ne va pas y arriver, hein, très clairement. Donc ça rejoint encore le fait d'avoir les bons outils, d'anticiper. Et si vous arrivez au moment où votre carnet de commande est vide et que vous mettez en redressement judiciaire, on va geler les dettes, mais on ne va pas pouvoir financer les charges courantes qui vont venir après l'ouverture de la procédure. Et donc, on ne va pas arriver à vous sortir de là. En tout cas, ce traitement collectif, c'est important de bien le comprendre pour le comparer justement aux procédures de prévention, hein. Les préventions, vous n'avez pas ce mécanisme de gel des dettes obligatoires pour l'ensemble des créanciers. Ça va être une négociation de gré à gré sous l'égide d'un conciliateur, donc le plus souvent un administrateur judiciaire, mais vous n'allez pas avoir cette arme massive qui est l'ouverture d'une procédure collective, donc redressement, sauvegarde ou liquidation. L'autre point, c'est donc ce qu'on appelle, enfin ce que j'ai appelé les faveurs légales destinées à faciliter la poursuite de l'activité. Donc là, ça va concerner les sauvegardes et les procédures de redressement judiciaire. Donc c'est là où on va modifier, dans certaines situations que je vais exposer, l'organisation de l'entreprise. On va protéger les contrats en cours
et on va permettre la création d'outils juridiques pour essayer d'obtenir, le cas échéant, des financements pendant la période d'observation. Je m'explique, s'agissant de l'organisation de la gestion de l'entreprise, c'est là où peut apparaître un administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire, lui, il peut être désigné dans le cadre d'une procédure de redressement ou de sauvegarde pour une mission soit de surveillance ou d'assistance auprès du chef d'entreprise, avec une désignation obligatoire quand vous allez dépasser un des deux seuils suivants. Donc, si vous avez plus de 20 salariés, il y aura forcément un administrateur judiciaire. Et si vous avez plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous allez forcément avoir un administrateur judiciaire qui va vous assister ou avoir une mission de ce qu'on appelle de surveillance si vous êtes en procédure de sauvegarde, et qui va vous aider aussi à penser la restructuration de l'entreprise, qui va vous aider peut-être, si c'est indispensable pour sauver l'entreprise, à organiser une restructuration sociale. Et également qui va vous aider dans l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement suivant la situation. Parfois, même si on est en deçà de ces seuils, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire parce qu'il y a une problématique particulière ou parce qu'il y a une restructuration sociale un peu compliquée à mettre en œuvre. Donc, l'administrateur va être sur ses missions de gestion courante de l'entreprise, et dans tous les dossiers de redressement, de sauvegarde ou de liquidation, vous allez avoir un mandataire judiciaire qui est tout le temps désigné. Dans toutes les procédures, on est tout le temps présent. Et le mandataire judiciaire, lui, il va informer les créanciers de l'ouverture de la procédure, et il va traiter ce qu'on appelle la vérification du passif, puisque le passif qui va être gelé va faire l'objet d'une vérification, en réalité, avec le chef d'entreprise et les cabinets comptables, et on peut émettre des contestations juridiques ou factuelles. Et il va aussi être amené à actionner ce qu'on appelle le fonds de garantie des salaires, donc l'AGS, qui peut intervenir en redressement dans certaines conditions et en sauvegarde dans des conditions un peu plus restrictives, et en liquidation judiciaire également. L'AGS, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais me positionner plutôt dans une procédure de redressement judiciaire. Si vous êtes en redressement judiciaire et que vous avez des salaires impayés, le fonds de garantie des salaires va intervenir pour avancer les sommes dues aux salariés. Donc, ce qui vous fait un levier de trésorerie aussi indéniable, qui va de concert avec le gel du passif, et c'est des sommes qui seront amenées à être remboursées plus tard. Il n'y a pas de taux d'intérêt, hein, ce n'est pas un prêt. Simplement, ça permet là aussi de donner une bulle de respiration. Donc, je reprends mon exemple. Si on a une ouverture de redressement judiciaire le 4 juin, si les salaires de mai ne sont pas payés, on peut actionner le fonds de garantie des salaires, qui va avancer les sommes, et tout ça donc sous l'égide du mandataire judiciaire. Et le mandataire judiciaire reçoit ces sommes qu'il déroute immédiatement, enfin qu'il donne immédiatement le jour où il reçoit les fonds aux salariés. Et donc ça va créer une dette supplémentaire que l'entreprise devra régler, mais plus tard. Donc si on est sur des salaires du mois avant le jugement d'ouverture, on va être sur des créances dites super privilégiées qui doivent être honorées dès l'arrêté du plan, donc à l'issue de la période d'observation. Donc c'est un levier supplémentaire qu'on a en redressement judiciaire, de faire avancer les salaires impayés avant le jugement d'ouverture, mais qu'on n'a pas en procédure de sauvegarde, puisque par définition, vous n'êtes pas en état de cessation des paiements. Donc l'AGS ne fonctionne pas dans la procédure de sauvegarde s'agissant de ces salaires impayés, puisque par définition, vous n'êtes pas en cessation des paiements, et donc vous ne devez pas avoir de dette exigible, et donc pas de salaire impayé. Autre point important pour les procédures de redressement ou de sauvegarde, on va protéger, grâce au législateur, tous les contrats en cours. C'est-à-dire que même si vous avez des impayés antérieurs au jugement d'ouverture, vos partenaires contractuels ne vont pas avoir le droit de résilier les contrats. Donc ça, c'est important parce qu'une entreprise aujourd'hui, c'est un tissu de contrats. C'est-à-dire que sans contrat, que ça soit de la location sur vos services, ça peut être des véhicules, ça peut être un local, ça peut être plein de choses. S'il y a des impayés antérieur au jugement d'ouverture, le partenaire contractuel ne peut pas résilier le contrat. Donc là aussi, on est sur du dérogatoire, on force le maintien des contrats, et vous avez un mécanisme aussi qui vous permet de faire le tri dans ces contrats, et les contrats qui ne vous seraient pas utiles, on pourrait les résilier, même si on ne respecte pas les conditions contractuelles de base. Il y a un texte spécifique qui permet de faire le tri dans les contrats. Donc voilà. Vous vouliez parler, Ouais, monsieur j'avais juste Tribania? invité au niveau timing, le temps file, je vous laisse peut-être juste conclure, prendre 2-3 questions si vous voulez bien, maître. Je fais au plus vite. Il me reste Merci. combien de temps?
Il me reste combien de temps? Bon, on se donne une minute pour conclure et pour prendre deux, trois questions si vous Là, voulez. une minute pour conclure. Ok. Vous me demandez beaucoup là. Je sais. Bon, en tout cas, voilà, je voulais insister sur les mécanismes de sauvegarde et de redressement judiciaire pour rassurer les chefs d'entreprise qui se diraient, ben voilà, redressement judiciaire, c'est la catastrophe, je vais perdre tous mes contrats, je vais perdre tous mes partenaires. Non, voilà, il y a tout un mécanisme juridique qui permet le gel des lettres, le maintien des contrats et le levier de l'AGS. Je termine simplement sur l'AGS. En redressement judiciaire, s'il y a des restructurations sociales qui sont mises en œuvre, les indemnités de rupture correspondant aux indemnités de licenciement ou les indemnités de rupture relatives à des ruptures conventionnelles peuvent être prises en charge pendant la période d'observation par l'AGS en redressement judiciaire. Donc ça, c'est un autre levier qui est très fort, puisque en réalité, c'est l'AGS qui peut financer votre restauration, en tout cas dans l'immédiat. C'est des sommes qui seront à rembourser, et les indemnités de licenciement et de rupture, elles peuvent faire l'objet d'un apurement comme les autres créanciers, qui peut aller jusqu'à 10 ans. Donc là aussi, c'est un levier très fort que vous n'avez pas en procédure de prévention. Donc c'est important de le noter parce que je le vois beaucoup en ce moment et j'ai une question, je crois, qui est passée tout à l'heure. Tout ce qui est aide à la personne, hein, c'est un secteur qui va pas bien, ou tout ce qui est crèche, ou tout ce qui est ensemble médicaux où il peut y avoir une masse salariale importante, bah, ces outils sont très performants et c'est pour ça que parfois on va plutôt aller vers sauvegarde redressement que conciliation ou mandat ad hoc. On ne va pas avoir cet outil d'AGS, en tout cas s'il y a des restructurations sociales. Donc ce qui peut permettre aussi de voir le distinguo entre les procédures de prévention qui vont peut-être plus toucher à une restructuration financière de haut de bilan, alors que si on est sur une restructuration sociale, si vous voulez un outil supplémentaire, sauvegarde redressement, ça va être plus performant. Je termine très rapidement sur la liquidation judiciaire pour l'évoquer. En cas de liquidation judiciaire, donc la conséquence, c'est qu'il y a par principe un arrêt d'activité, des licenciements qui vont être réalisés par le liquidateur. C'est le liquidateur. Donc moi, c'est ce que je fais en tant que mandataire judiciaire avec mission de liquidateur. Sachez quand même qu'en cas de liquidation judiciaire, à titre exceptionnel, et si le dossier le permet, on peut avoir une poursuite d'activité pour prévoir une solution de cession. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais on peut malgré tout, en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, prévoir une solution de cession et même avoir un administrateur judiciaire si on a plus de 20 salariés, plus de 3 millions de chiffre d'affaires pour aller vers ces solutions de cession. Donc c'était important de le signaler aussi et ce qui rejoint l'idée qu'il faut anticiper au maximum. Il me reste combien de temps, Monsieur Trivalien? Là, je pense qu'on est pas mal, du coup. On est pas mal. Bon. Après, je sais pas Euh, s'il y a des questions dans le chat, peut-être. Après, vous avez évoqué aussi, Maître Brio, hein, quelques secteurs en difficulté, hein. Aide à oui, domicile, médico-social, enfin, il y a tout type d'activité. oui, Après, ce que je notais dans votre support aussi, c'est que, alors peut-être malheureusement, vous avez vu, hein, le nombre de rendez-vous de prévention, il est en baisse. Donc, enfin, dans il y a un petit tableau, vous mettez le nombre de rendez-vous de prévention, 227 2024 et 179 en 2025. Donc, on peut dire que c'est un peu dommage, en fait, que cet outil-là ne soit pas non plus là, utilisé, c'est en baisse, alors que le nombre de difficultés est en croissance, quoi. Ouais. oui. Après, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a eu plus de redressement judiciaire. Je vous ai mis les Hum, hum, chiffres sur 2025, que ça soit au niveau national et au niveau même local sur Rennes. Et là, depuis le début de l'année, c'est pareil. On voit plus de redressement judiciaire, mais aussi parce qu'on voit des entités plus importantes. ouais. Et là aussi, à l'instar de ce que j'ai expliqué sur les mesures de prévention, la procédure de sauvegarde au redressement judiciaire est méconnue en fait des chefs d'entreprise. Et là aussi, je l'ai déjà dit à France Active et à la Chambre du commerce et à plein de gens. Enfin voilà, c'est dommage qu'au moment de la création, donc je passe mon dernier message, au moment de la Hum, création des entreprises, il n'y ait pas un bloc formation. Idéalement obligatoire pour que bah, les chefs d'entreprise aient connaissance de ces outils, de cette boîte à outils qu'on vient de décrire, que ce soit au niveau du CRP ou au niveau des procédures de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et même de liquidation, parce que moi c'est ce que je dis souvent, quand vous êtes pilote d'avion, vous apprenez à piloter un avion, vous apprenez aussi une démarche d'urgence si l'avion il se crache. Bah, c'est dommage qu'on fasse pas la même chose avec le chef d'entreprise et que cette boîte à outils, elle est pas très compliquée au moins à connaître.
Voilà, dans le détail, dans le détail juridique, ça peut être complexe, mais en tout cas de bien comprendre les différentes procédures et surtout de cette capacité à pouvoir geler les dettes et de donner cette respiration, en tout cas pour ce qui concerne la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Je m'arrête là, mais il faudrait 1 heure de plus pour vraiment vous présenter toutes les procédures et tous les leviers disponibles pour les entreprises qui font l'objet de ce type de procédure. En tout cas, voilà, merci à vous. De toute façon, tous les supports seront transmis aux personnes et puis il y aura le replay aussi, mais effectivement, besoin de former les dirigeants le plus tôt possible, hein, comme vous le dites, effectivement. Marie, je te laisse enchaîner. Je voulais juste rappeler qu'on parle d'entreprise tout le long du webinaire, mais que les entreprises enfin, les associations sont considérées comme des entreprises. Voilà. Exactement. Pas la fin de décision, mais voilà, au niveau de la loi, les associations sont considérées comme des entreprises. Donc tout ce qui est dit par Monsieur Brio et tout ce qui a pu être dit est valable pour les associations. Voilà, je voulais quand même être sûre de faire passer ce message-là. Et après, il y a une question dans le chat. Notre association, avec une seule salariée, a connu un redressement judiciaire en 2017 et continue de régler une somme annuelle au mandataire. À quoi correspond cette somme? Alors, de ce que je comprends, il y a dû y avoir un plan de redressement, d'abord un redressement, puis un plan de redressement. Vu les dates, il y a dû y avoir un étalement sur 10 ans, vraisemblablement. Et lorsque vous avez un plan de redressement, le mandataire judiciaire ou l'administrateur, s'il y en a eu un, il va changer de mission, il va passer de mandataire ou administrateur à commissaire à l'exécution du plan. C'est-à-dire que le commissaire à l'exécution du plan, c'est celui qui va vérifier que le plan sur 10 ans est bien respecté et c'est lui qui va recevoir les provisions versées par l'entreprise et qui va les dispatcher entre tous les créanciers. Et donc, cette mission de commissaire à l'exécution du plan, elle est tarifée, sachant que je n'ai pas eu le temps de l'exposer, mais tous les procédures collectives, les tarifs, vous verrez dans le slide, il y a un lien, sont fixés par la loi. Donc, je ne choisis pas mon tarif, moi, en tant que mandataire judiciaire. Tout est barémisé, d'accord? Et donc, y compris quand vous êtes commissaire à l'exécution du plan, il y a un barème qui s'applique en considération du suivi du plan, en sachant que nous, c'est pas au temps passé. Hein, c'est pas, ça ne fonctionne pas comme un avocat avec un timer qui tourne. C'est en corrélation donc avec le travail qui est fait sur la vérification du passif, sur les créances AGS lorsqu'on est en redressement ou cas échéant en sauvegarde et en liquidation. Commissaire à l'exécution du plan, c'est un droit qui est en corrélation avec ce qui est réparti entre chaque créancier en réalité. Donc voilà, mais normalement, je ne sais pas qui est votre mandataire, il doit vous adresser une facture avec le détail de tout ça, et en sachant que nos honoraires sont taxés. Donc c'est-à-dire qu'il y a un juge qui rend une ordonnance de taxe. Et donc c'est ça en fait qui fixe définitivement le montant de nos honoraires, toutes les procédures. C'est sous l'égide d'un juge taxateur qui vérifie qu'on applique bien le barème. Merci Joël, merci Maître Brio. On va poursuivre et terminer ce webinaire du coup avec un temps de retour d'expérience de Nathanaël Simon qui est entrepreneur en ESS et qui va nous parler du rebond après la liquidation. Nathanaël, tu l'as compris, on a pris un peu de retard là sur le timing, donc n'hésite pas à être concis dans tes réponses. Ouais, c'est de ma faute. J'ai compris. J'ai compris, pas de problème. Nathanaël, donc tu as vécu une expérience de liquidation avec La Grenouille à Grande Bouche, qui était un restaurant participatif, mais aussi une revue trimestrielle. Et tu as confondé ce projet donc avec 2 autres personnes. Tu as été, toi, président de la SIC. Ce projet, tu l'as évoqué quand on a fait l'entretien préparatoire. Il n'a jamais été facile à porter, à piloter, parce que vous avez connu le contexte du Covid. Et la bascule, en fait, elle s'est faite à partir du moment où tu as contracté, enfin, où vous avez contracté une dette avec un imprimeur. Avec le recul, est-ce qu'il y a des signaux que tu identifierais aujourd'hui différemment, des signaux d'alerte? Oui. Alors juste, tu l'as dit très vite, mais je le redis pour bien que tout le monde comprenne. On avait un projet ambitieux, c'est-à-dire qu'on avait 2 activités, un restaurant, une revue, dans un projet de société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on n'était pas juste une activité économique qui portait un restaurant, une revue, ce qui est déjà ambitieux et costaud. En plus, il y avait la volonté d'être participatif et redistributif, c'est-à-dire qu'aussi bien au restaurant qu'à la revue, on accueillait des bénévoles. Je pose juste ce cadre-là parce que c'était important. Et puis, dernière chose, juste pour que vous compreniez de quoi je parle, on avait 10 salariés. Au total, on était 10 salariés, nous inclus. Voilà. Pour répondre à ta question, sur les signes un peu... sur les
les signes, un peu les premiers signes. La première chose, effectivement, tu l'as dit, c'est que nous, on a créé une entreprise dans un contexte qui n'était pas facile, qui était celui du Covid. C'est-à-dire qu'on crée notre entreprise, on crée la SIC en 2019, les premiers numéros de la revue sortent en 2019, on ouvre le resto en janvier 2020. Je ne sais pas si vous voyez les dates, c'est-à-dire que 2 mois et demi après, le resto est fermé. Donc à partir de là, déjà, on n'est pas dans un contexte facile, sachant que de toute façon, porter et créer un projet d'économie sociale et solidaire rajoute toujours de la complexité et fait que c'est jamais facile les premières années, de toute façon, quand même. Alors après, pour répondre à ta question, les premiers signes très concrets, il y a eu d'une part le fait qu'il a fallu à un moment donné, pendant le Covid, qu'on fasse un financement participatif pour financer un des numéros. C'était un premier signe aussi, se dire que là, ce numéro-là, j'en profite parce que maintenant, il n'est plus en vente, mais ce numéro-là, par exemple, qui est très beau, on l'a financé grâce à un financement participatif. Et sans ce financement participatif, on n'aurait pas pu, parce qu'effectivement, on avait déjà des difficultés économiques. Il faut avoir en tête qu'une revue, ça coûte à peu près 30 000 € à créer, hein. Ce qui est pas neutre quand même, une revue qu'on distribue nationalement, hein. Donc voilà, mais le deuxième signe vraiment important, c'est justement vis-à-vis de cette revue, c'est quand on a commencé à plus pouvoir payer notre imprimeur. Une revue, ça coûte 10 à 15 000 € à imprimer. Ça doit être près de 15 000 maintenant, parce que le coût du papier depuis a explosé, mais ça coûte 10 000 € à imprimer. Et donc, du coup, à partir du moment où on a commencé à utiliser ce qu'on appelle notre fournisseur, notre imprimeur, comme la banque, c'est-à-dire que comme quelqu'un qu'on payait avec parfois 6 mois de délai, c'était le premier vrai signe avant-coureur. Merci Nathalie, je poursuis mes questions. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, ce qui a été le plus difficile humainement pour toi pendant cette période? Redis, j'ai pas entendu la fin de la question. Qu'est-ce qui a été le plus difficile humainement pour toi pendant cette période? En fait, ce qui est compliqué, du coup, ayant en tête à nouveau, on a vécu collectivement, parce que j'insiste sur on était 3 cofondateurs et 3 à porter ce projet de manière forte. Une liquidation, c'est un moment particulier parce que c'est un moment où tout s'arrête. Et ce qui est difficile, c'est que porter et créer un projet, je pense que vous êtes nombreux à connaître ça, mais ça demande un optimisme à tout crin. C'est-à-dire que créer une entreprise, qu'elle soit capitalistique ou dans l'économie sociale et solidaire, dans tous les cas, c'est 70 heures de boulot par semaine, c'est un optimisme qui fait qu'on y croit, on est prêt à déplacer des montagnes, et on a déplacé des montagnes. Quand je regarde respectivement ce qu'on a fait, c'était assez extraordinaire. Et donc, du coup, ça demande d'être de ne pas se laisser abattre par la moindre difficulté, parce que sinon, on n'y arrive pas. Le problème que ça pose, c'est que du coup, il y a un moment donné où on ne veut pas voir certains signes, je pense, où on n'est pas en capacité de les voir. C'est même pas qu'on ne veut pas, c'est que je pense que psychologiquement, on n'est pas en capacité de voir les premiers signes, les premières alertes, parce qu'on se dit on va les résoudre. Et parfois, et souvent, on les résout. Mais il n'empêche qu'il y a des alertes et qu'on ne les voit pas toujours, et qu'on on raisonne toujours en termes de solution et pas en termes d'alerte. Ce qui fait que du coup, le plus dur pour moi, pour répondre à ta question, c'est que moi, j'ai mis 24 heures à comprendre ce que me disait mon expert comptable quand je suis allé le voir et qui m'a dit en janvier, écoute, là, je ne suis pas sûr que... Je me demande s'il ne faut pas aller au tribunal. J'ai mis 24 heures à comprendre intellectuellement ce qu'il me disait. Et j'ai mis 10 jours à accepter l'idée enfin, il m'a fallu 10 jours. Pendant 10 jours, j'ai été accompagné par plusieurs personnes. On a tout reposé à plat et moi, j'étais persuadé qu'on allait trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 10 jours de tout remettre à plat, etc. et tout pour dire, bon, ben, OK, voilà. Et donc ça, c'est très dur. Ce truc-là de se dire, là, en fait, c'est fini. Ça s'arrête. C'est très dur et c'est d'autant plus dur que ça va à l'encontre de toute la dynamique de tout ce qu'on porte. Et on parle souvent de comment bien créer sa structure, comment bien la développer, mais on parle beaucoup moins de la fin de vie des structures. Est-ce Ouais. que selon toi, on peut essayer de bien arrêter une activité? Alors oui, il y a 2 choses dans ta question, mais en tout cas, oui, on peut bien arrêter une activité. Et ça passe par plein de choses toutes bêtes. Là, je suis désolé, je vais revenir sur une dimension peut-être plus humaine, mais c'est d'abord être extrêmement bien accompagné et du coup, et s'entourer.
Moi, j'ai fait deux choses à titre personnel. Enfin, au moment où la liquidation a commencé, j'ai appelé une amie, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner le numéro de téléphone d'un psy? Parce que je vais vivre un truc assez trash. Voilà. Et donc, je suis allé voir un psy immédiatement en me disant, je vais vivre un truc un peu trash, allons-y. Parce que ça me semblait nécessaire. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu des conseils bienveillants de gens dont c'est le métier, de l'accompagnement RH notamment, nous disant, mais attention, avant même que vous commenciez quoi que ce soit, ayez en tête, au-delà de la dimension économique, que ce que vous allez vivre, ça relève de la même mécanique, même si ce n'est pas la même chose, bien évidemment, mais ça relève de la même mécanique qu'un deuil, avec les phases qui vont avec. Vous savez, déni, je ne les ai pas dans le bon ordre, mais colère, déni, dépression, enfin voilà, jusqu'à l'acceptation. Et ces deux éléments-là m'ont permis de faire les choses et nous ont permis de faire les choses très bien, parce que du coup, on a pu accompagner l'ensemble de l'équipe salariale en disant, voilà, tout va s'arrêter là très vite. Mais voilà, on va essayer de s'accompagner, on va essayer de vous accompagner au mieux. Mais ce que vous allez vivre, c'est de l'ordre comparable à un deuil. Et c'est effectivement assez important. Et à partir de là, moi, j'ai été armé pour pouvoir faire face à ça. Et c'est costaud. Parce que après, quand dans ta question, il y a aussi la question de est-ce qu'on peut réussir, en gros, je ne l'ai pas dit comme ça, mais est-ce qu'on peut faire ça proprement ou est-ce qu'on peut faire ça pas trop douloureusement? C'est douloureux. Par contre, effectivement, c'est le moment où il faut mettre le plus d'humanité à tous les endroits. Par exemple, nous, on a fait le choix de tout assumer. Quand je dis tout assumer, ça veut dire qu'on a appelé chacun au-delà des salariés qu'on a prévenus, avec qui on a discuté, avec qui on a dialogué. On a pris le temps d'appeler chacun des protagonistes qui soutenaient le projet. C'est-à-dire que ça va des sociétaires. On avait 75 sociétaires, nous. Donc 75 personnes qui avaient mis de l'argent au capital social. Donc c'est pas énorme. Hein. Généralement, en moyenne, c'était 100, 150 euros. Mais quand même, il y avait 75 personnes qui nous soutenaient, qui étaient là à nous âger. On a prévenu tous nos clients et tous nos prestataires que on n'était pas sûr qu'ils toucheraient l'argent qu'on leur devait. Et pour l'anecdote, ceux qui sont le plus impactés, ce n'est pas ceux qu'on croit. Moi, quand j'ai appelé notre imprimeur pour lui dire que la dette de 15 000 euros qu'on avait auprès de lui, il n'allait pas la toucher, la personne m'a dit t'inquiète pas. En gros, la personne m'a dit mais comment ça va toi? Et t'inquiète pas, en fait, on est assuré pour ça parce que c'est un gros imprimeur. Et ceux qui ont été le plus impactés, c'était les petits en fait. C'était les petits prestataires ou les petits collaborateurs. Je pense notamment à un photographe qui travaillait régulièrement avec nous depuis le début et qui était pas content du tout et surpris et choqué parce qu'il ne s'y attendait pas. Donc du coup, ouais, c'est ça. On a fait face à ça et on a pris le temps d'appeler vraiment chacun, ce qui n'est pas simple parce que du coup, globalement, les gens sont très bienveillants, mais quand même, il y a des gens secoués, puis c'est pas simple, il faut l'assumer, mais c'était important. Et on s'y appelait tous nos partenaires bancaires, enfin vraiment tout le monde. Et puis, on a fait un truc jusqu'au bout. Là, c'est particulier, mais c'est pour vous donner aussi l'idée que parfois, il faut faire les choses proprement, c'est aussi parfois penser ça. Comme on était un projet un peu connu sur la place rennaise, à travers le restaurant et la revue, on a appelé Ouest France, en fait. On a appelé les médias. C'est-à-dire qu'on a appelé les médias pour dire, voilà, on va être liquidé. Est-ce que vous voulez que ça, est-ce que ça on peut vous expliquer pourquoi et vous raconter pourquoi? Et ça peut paraître surprenant, mais c'était aussi une manière de maîtriser l'information jusqu'au bout et de faire en sorte que de ne soit pas raconter des choses fausses sur nous et sur le fait que, sur les contextes et la réalité de notre liquidation. Voilà, donc ça nous a aussi permis d'expliquer véritablement le contexte. Donc voilà, donc ça c'était aussi important. Et donc ce fait-là, à la fois de tout assumer, tout en ayant conscience de ce qu'on vit, ça permet de faire les choses, oui, proprement. Ça n'en reste pas moins douloureux, mais du coup, ouais, ça donne un autre rapport et voilà. Ce qui fait par exemple aussi que je témoigne aujourd'hui. C'est pas la première fois que je le fais, voilà, et que je témoigne aussi aujourd'hui. J'étais long, je suis désolé, Maëlle. Non, pas de souci. Tu as ensuite donc décidé de te relancer dans l'aventure entrepreneuriale avec les 3 ours médias. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a aidé à rebondir, à retrouver de l'énergie d'entreprendre à nouveau? Ça fait lien un peu avec ce que je disais précédemment, c'est que j'ai anticipé, enfin, j'ai accompagné l'arrêt. Il faut avoir une idée, c'est quand même que, parce qu'on ne le dit pas forcément beaucoup, mais quand on parle de liquidation, c'est très violent dans le sens où vous mettez, parce que là, notre entreprise, on l'a démarrée en 2019, on a bossé dessus 2 ans avant, enfin, déjà avant qu'elle sorte de terre, etc. Tout. Donc parfois, c'est 2 ans, 3 ans de préparation avec un projet sorte de terre. À partir du moment où vous constatez que vous êtes en cessation de paiement, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en capacité de payer, ça va extrêmement vite. En gros, on a constaté, je ne suis pas allé au tribunal, mais on a constaté en janvier que c'était fini.
En mai, tout le monde était licencié. Vous imaginez 4 mois. C'est-à-dire qu'en 4 mois, c'est terminé. Ça va extrêmement vite. Et nous, entre guillemets, en plus, on a eu la chance que ça aille un peu moins vite parce qu'il y avait les vacances judiciaires, ce qui nous a permis, pour l'anecdote, de pouvoir le temps de nous renseigner, de savoir comment ça allait se passer. Pourquoi je reviens là-dessus? C'est parce que j'ai pu, du coup, avoir le temps d'être accompagné et de préparer la suite. Première chose, effectivement, c'est je suis allé voir un psy. Deuxièmement, on nous a conseillé une structure dont on a évoqué, mais je vais me prendre le temps de l'évoquer un peu plus longuement, qui s'appelle 60 000 rebonds. 60 000 rebonds qui accompagnent les entrepreneurs qui ont vécu une liquidation judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, 60 000 rebonds accompagnent vraiment, le titre est très bon, hein, accompagne vraiment le rebond de gens dont l'entreprise a été liquidée. Ils n'interviennent pas avant, ce n'est pas de la prévention, c'est de l'accompagnement à rebondir. Ce qui se passe de la manière suivante, c'est gratuit déjà, il faut le préciser, et c'est un sacré truc. C'est un accompagnement à la fois individuel. J'ai eu la chance de bénéficier de 7 à 10 séances d'accompagnement avec un coach professionnel certifié. J'étais un peu sceptique sur les coachs, mais là, ça m'a réconcilié avec eux parce qu'effectivement, c'est l'accompagnement avec un parrain, souvent un parrain entrepreneur. Et puis, c'est des réunions collectives tous les mois avec des gens qui ont vécu la même chose que vous. Et c'est sacrément important. Et ce qui était chouette aussi, en plus, c'est qu'on a pu être accompagnés tous les trois. Ce n'était pas uniquement moi. On a été accompagnés tous les trois. Et donc, du coup, ça nous a permis, chacun, pendant quasiment sur une période de 6 mois à 1 an, d'être accompagnés dans qu'est-ce qu'on allait faire ensuite. Qu'est-ce qu'on allait faire après ça? Et c'était sacrément précieux parce qu'on a tous fait des choix différents. Fanny, qui était avec nous, a fait le choix de retourner au salariat en disant, moi, je ne veux pas revivre cette pression-là de création d'entreprise, si tant est qu'elle soit collective, je ne veux pas le revivre, je n'en ai pas les capacités psychologiques. Louise est repartie avec moi sur un autre projet. Mais voilà, et donc ce rebond-là, ce temps-là d'accompagnement, à la fois avec le psy et à la fois avec 60 000 rebonds, il était extrêmement précieux. Y compris pour relativiser, parce que j'ai croisé aussi des gens à 60 000 rebonds, bien plus impactés que moi, parce que, et je ne sais pas si c'est l'occasion de le dire aussi, mais les choix qu'on avait fait, nous, on a été extrêmement accompagnés depuis le début sur notre projet, faisaient que du coup, on a été moins impactés que d'autres. C'est-à-dire que nous, on avait un montage juridique qui fait qu'on n'avait pas mis en danger nos biens. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas saisi notre maison ou quoi aux caisses. On a perdu. La seule chose qu'on a perdue, c'est nos emplois. Et moi, j'avais mis 3 000 € dans l'entreprise. J'ai perdu 3 000 €. Louise a perdu un peu plus, par exemple. Elle avait mis 10 000 € à la fin pour essayer de renflouer, ce qui est une des erreurs à ne pas faire. Mais voilà. Mais en tout cas, on n'a pas perdu autre chose que ça. Moi, j'ai vu des gens, après à 60 000 rebonds, dont la situation était autrement plus dure, avec des banques pas très compréhensives, avec des prêts où les gens étaient... voilà, je suis perturbé par la question du chat, je l'ai vu apparaître, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. Mais voilà, donc du coup, ça permet aussi de relativiser, de se dire que dans notre malheur, on a eu de la chance. Voilà. Et donc, ce qui permet derrière de effectivement faire un deuil, de prendre le temps et de pouvoir rebondir et construire un projet. Il me semble que ce n'est pas une question, mais que c'est plutôt Marie qui met les coordonnées de 60 000 rebonds. Voilà. Ouais. Non, j'ai pas mis les coordonnées de 60 000 rebonds, je dis juste qu'on parle d'entrepreneur et d'entreprise. Enfin voilà, encore une fois, le vocable, on utilise ce vocable-là, mais l'association 60 000 rebonds est accessible aussi aux dirigeants et dirigeantes d'associations qui sont en liquidation ou liquidées. Voilà, que les dirigeants et dirigeantes se reconnaissent quand on dit aussi le mot entrepreneur, même s'ils ne se considèrent pas comme des entrepreneurs. Voilà. Mais c'est une des difficultés à entendre, effectivement, c'est qu'effectivement, là, moi aussi, là, je parle d'entrepreneur, mais ça s'applique effectivement aux associations et la réalité est la même, en fait. Pardon, Maëlle, du coup, j'ai du mal à faire très court. Pas de souci. Et je te pose une toute dernière question. S'il y avait une chose que tu aimerais que les personnes présentes aujourd'hui retiennent de ton parcours, qu'est-ce que ce serait? Je vais en avoir deux. Je suis désolé, Maëlle, mais je vais en avoir deux. Il y a une chose. D'une part, c'est... vous l'avez compris, on a fait le choix d'assumer, entre guillemets, l'échec, même si moi, aujourd'hui, je ne le vis plus comme un échec, mais d'assumer, de faire face, permet aussi d'humaniser les choses et de se dire que même si c'est très dur, il y a des choses constructives, c'est pas forcément juste un échec. Enfin, voilà, c'est d'assumer en se faisant accompagner. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qu'a commencé aussi à évoquer Maître Brignot, c'est que en fait, il faut
quand on crée un projet, quel qu'il soit, associatif, enfin, un projet de création, et moi, j'étais incapable de ça, mais pourtant, c'est essentiel, c'est de prévoir la fin. Et que la fin, c'est pas forcément d'ailleurs la liquidation. En fait, c'est la comparaison un peu, même si elle est pas forcément exacte, mais avec le mariage. C'est l'idée de se dire, il y a des gens qui ne peuvent pas envisager l'idée que leur couple va s'arrêter. Mais plus on le prépare, en fait, et moins ça a chance d'arriver, d'une part, et mieux on est armé. Et donc, prévoir la fin, c'est prévoir la fin. Ça peut être de se dire, bah, nous, on avait prévu la fin de qu'est-ce qui se passe si l'un d'entre nous veut quitter le projet. Je parle d'un d'entre nous, porteur du projet. Par contre, on n'avait pas assez travaillé la fin de qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, si on se casse la figure, si on a des difficultés. Il était impossible de prévoir le Covid, mais il n'empêche. Voilà. Donc, cette idée de prévoir la fin et de se dire comment on fait si ça se passe mal. Parce qu'effectivement, une des réalités, c'est que je vais conclure par cette anecdote-là, c'est que quand je suis allé, il y a deux choses. Quand j'ai découvert quand j'ai compris qu'on allait en liquidation, j'ai enquêté pour savoir quel était le mandataire judiciaire le plus humain sur la place rennaise. Il se trouve que et je fais pas de la pub pour Monsieur Brio, mais il se trouve que c'était son ancienne collègue, Maître Goïc. Et donc j'ai appelé Maître Goïc et j'ai posé plein de questions avant même d'aller au tribunal. Et ce qui m'a permis d'être un peu plus tranquille. Et du coup, je me suis perdu en voulant dire du bien de Maître Goïc parce que je l'aime beaucoup. Ah zut, je me suis perdu sur ça. Et je voulais rajouter quelque chose d'important, mais je vais pas. Si, voilà, pardon. La deuxième chose, c'est quand on est arrivé au tribunal, moi, j'étais pas bien. Hein. On a beau se dire qu'on n'a rien fait de mal, j'étais pas bien aller au tribunal, etc. Je m'attendais à ce qu'on me juge, entre guillemets, à ce qu'on me juge négativement. Et il m'est arrivé un truc auquel je n'étais pas préparé, c'est que du coup, j'ai vu en face de moi un tribunal extrêmement bienveillant, des gens dont l'objectif n'est pas du tout de juger, mais d'essayer de sauvegarder l'emploi au maximum, et sauvegarder l'économie. Ce sont des gens à l'écoute et des gens qui se sont même posé la question en disant « mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen d'aller au redressement judiciaire ?» et qui réfléchit avec moi pendant l'audience, etc. Et qui nous ont même laissé un temps en disant « retravaillez avec votre mandataire judiciaire, voir s'il n'y a pas un moyen d'aller au redressement judiciaire, parce que ça serait quand même dommage. » Bon, la réalité, c'est qu'on est allé à la liquidation, mais il n'empêche, c'est que y a cette dimension-là aussi, c'est que je ne m'attendais pas à ça, c'est qu'il y a des solutions et que là, moi, faute d'informations, faute de toutes les dispositifs dont vous a parlé Maître Brio avant, moi, je ne les connaissais pas et je n'étais pas préparé à ça. Et du coup, on est allé, je pense 6 ou 9 mois avant, il y a des choses qu'on aurait pu anticiper et éviter et redresser. Voilà. Donc, je suis désolé parce que j'ai envie de dire plein de choses, donc je vais un peu dans tous les sens, mais je m'arrêterai là. Un grand merci, Nathanaël, pour ton témoignage. C'était très humain et je pense que c'est très éclairant pour les personnes qui nous écoutent. Anna, je vais peut-être te laisser conclure du coup. Je sais pas, alors je sais qu'on est à 13h02. Pour ne pas laisser les personnes frustrées, est-ce qu'on peut se donner peut-être 3 minutes s'il y a vraiment des questions, des dernières questions que vous voulez poser à nos 3 intervenants? C'est le moment ou jamais. Non, après, je vous donnerai d'autres possibilités de nous contacter, mais voilà, si vous voulez poser des questions pour tous, c'est maintenant. Sinon, c'est top. Je crois que tout le monde a faim aussi. Moi, j'ai pris quand même, merci Nathanaël, j'ai pris des notes. Je pense que de toute façon, on vous fera un petit mail aussi à tous. Je voulais en tout cas, merci à tous, merci aux intervenants et aux animateurs de ce webinaire, évidemment. On vous rappelle, il existe de nombreux dispositifs pour vous accompagner sur l'aspect humain, donc les échanges de pair à pair, APESA, 60 000 rebonds. On voit aussi les mandataires judiciaires sont aussi des humains, il n'y a pas de sujet, hein, évidemment. Et qu'en fait, si vous avez des doutes, même au plus tôt, contactez ces personnes, et plutôt mieux que plus tard. Vous avez eu quelques contacts aujourd'hui, on vous les adressera aussi par mail. Et on vous rappelle aussi, n'hésitez pas à contacter la CRES, France Active et l'UDES, parce qu'on a aussi des dispositifs porte d'entrée. Côté UDES, on a les échanges pair à pair avec un autre employeur qui peut aussi chercher avec vous des solutions.
France Active et CRES, c'est pareil, on travaille ensemble sur le sujet en Bretagne. Mais voilà, même si vous êtes tout début, vous avez un doute, vous vous dites non, c'est pas possible, venez échanger avec nous, c'est important. Donc voilà, donc c'était surtout sur ces petits mots-là que je voulais remercier tout le monde et votre présence et votre participation. Et vous souhaiter peut-être un bon appétit. Voilà, surtout. Très bon appétit à tous. À bientôt. Merci Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. à vous. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au Merci, revoir. au revoir. Et le replay sera disponible aussi sur le site de la CRES, sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à l'envoyer aussi si vous avez des collègues